First PM, ce n'est pas un métier comme les autres dans le monde du produit. Souvent seul à porter la culture produit dans une entreprise, on se retrouve généralement product designer, product ops, product marketer, customer success manager ou encore data analyst, en contact direct avec le CEO bien entendu. Le tout en étant balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge. Que dirais-tu, justement, de ne plus être seul ? Je suis Marc Vidal, expert produit et solopreneur, et je vais maintenant t'accompagner. Grâce au podcast First PM Stories, tu pourras trouver plein de process actionnables de la part de nos pairs qui feront ta communauté. Allez, installe-toi bien, ça démarre tout de suite. Ce podcast vous est proposé avec le soutien de Harvester. Harvester, qu'est-ce que c'est ? C'est la solution SaaS pensée par et pour les product managers pour vous aider à centraliser les feedbacks, prioriser les bonnes fonctionnalités et construire une roadmap alignée avec les enjeux business. De plus, grâce à leur copilote IA, Harvester analyse automatiquement les retours clients issus de vos outils du quotidien, tickets support, appels, Slack, CRM par exemple, et elle les classe selon votre propre taxonomie et détecte les tendances et vous aide à prendre les bonnes décisions produits. Une chose qui ressort régulièrement dans les échanges que j'ai pu avoir pour le moment concernant la réussite d'un First PM, c'est la relation qu'il va entretenir avec son CEO. Dans les premiers épisodes, pour le moment, celle-ci a plutôt été prise par le prisme du First PM. Pourtant, elle est aussi critique côté CEO. Forcément, une erreur de casting, ça peut coûter très cher. Alors, comment sécuriser au mieux cette relation ? Qu'est-ce qu'on peut anticiper pour en faire une réussite ? Pour parler de ce sujet, aujourd'hui, je pense que j'ai fait plutôt une bonne pioche. Je reçois Enzo Avigo, qui est le CEO de June, un ancien PM de chez Intercom et une figure qui est plutôt assez connue dans le monde du product management en France. Salut Enzo, comment vas-tu ? Salut Marc, très bien, merci de me recevoir. Un plaisir. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail toi ? Il y a des personnes qui ne te connaissent pas forcément, donc ton passé chez Intercom et puis June également, si tu peux nous en parler un peu. Ouais, merci. Écoute, je suis un ancien product manager, donc voilà, j'ai fait mes armes. Premier job, c'était chez N26, la fintech, vraiment au tout début. Je crois que j'étais employé 55. J'ai regardé récemment, vraiment au début de l'aventure, au moment où ça s'appelait encore number.26.de. Ok. Donc voilà, je suis arrivé un peu au début. Il y avait 100 000 utilisateurs, je crois, à peu près à l'époque. Je suis parti au bout d'un an et demi, 2 ans. Il y avait quasiment 1 million. Donc c'était le début de la grosse période de croissance. Là-bas, je bossais sur les sujets grosses globalement. Ensuite, je passais chez Zalando, qui est un e-commerce. J'étais à Berlin donc pour ces 2 jobs. J'ai fait quelques années là-bas, hyper intéressant. Je bossais un peu sur de l'intrapreneuriat. Ils essayaient de craquer un sujet avec les e-commerce. Donc, on essayait de créer un checkout natif sur Snap, sur Instagram, un peu à une époque où les réseaux sociaux, on avait peur qu'ils allaient take over le e-commerce. En particulier, évidemment, les sites de e-commerce avaient peur de ça. Donc, il y a eu pas mal de choses là-dessus. J'ai fait 3-4 ans chez Zalando, vraiment très cool. Et après, un passage chez Intercom. Donc là, je suis allé à Dublin et j'ai fait 2 ans à peu près. Et du coup, ça me donne une expérience en mobile, une expérience en e-commerce, une expérience en B2B SaaS. Donc, j'ai fait des choses assez transversales. Je sais que c'est une question que beaucoup de PM se posent d'ailleurs. Est-ce qu'il faut que je reste dans une industrie et que je construise une expertise ou est-ce qu'au contraire, je me vois plutôt comme un rôle agnostique ? C'est souvent un choix qu'on doit faire. Moi, mon choix, c'était d'être plutôt un généraliste. Et j'avais cette idée en tête depuis très longtemps de monter un jour un business, d'où mon envie d'être plutôt généraliste. Ouais. Et ce business ça s'appelle June, June.so, souvent on dit, parce que comme ça les gens comprennent le domaine. Parce qu'il s'avère que essayer de coin un nom commun en anglais, c'est très compliqué. Et donc chez Intercom, j'ai rencontré mon associé, Ferruccio, qui était ingénieur là-bas, product engineer, on bossait dans la même équipe. Et puis à un moment, on est parti de chez Intercom pour montrer notre propre boîte. C'était il y a 4 ans déjà, donc ça passe hyper vite. Ouais. Et ouais, le temps passe. Et June, qu'est-ce que c'est ? C'est un analytics produit pour les B2B SaaS pour faire de la rétention. Donc globalement, au lieu de filer des graphes juste avec des points qui sont agrégés, ça permet de comprendre qui est derrière ces graphes. Ça donne des pages entreprises assez approfondies qui te permettent de comprendre l'usage en particulier de tes clients. Et après, tu peux faire des synchronisations, des automatisations pour t'assurer que tu fasses de la rétention sur tes clients. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est on a un analytics produit pour garder les clients. On est un peu un hub de rétention. Ok, très tourné product ou CSM, quoi. On va dire. Ouais, exactement. On commence souvent avec un product manager ou un founder qui a la casquette product, et ça va être la conversation d'aujourd'hui, qui en fait a besoin de comprendre ce qui se passe dans le produit
Et ensuite, ce qui se passe généralement, c'est que quand les SaaS grossissent, ils se rendent compte que le produit peut pas tout faire. Il y a toujours des gaps. Et donc, c'est en général là qu'il y a des touch points plutôt humains, en particulier avec des CSM. Et donc, June, aujourd'hui, s'adresse aussi au CSM. En fait, la boîte a vraiment suivi la croissance organique des entreprises. C'est-à-dire qu'on a commencé avec un produit qui permettait de faire de l'analytics un peu out of the box, un peu à la Google Analytics. Ça, c'était pratique pour les boîtes early stage. Ensuite, on s'est rendu compte qu'en fait, elles avaient des besoins plus avancés sur comprendre comment leur produit était utilisé. Donc, on est devenu un analytics produit. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des gaps côté success. Et donc, on a rajouté la brique. Et la particularité de l'outil, c'est que c'est assez user-friendly. Donc, en fait, cette un peu polymérisation entre les équipes, en fait, se fait assez bien sur notre plateforme parce que il fait pas peur et parce qu'il est simple d'utilisation, qu'il est no-code, etc. Voilà. Bon, déjà, bravo, ça c'est top. Je trouve ça incroyable le nombre d'outils qui sont sortis autour du métier, justement, du product sur les dernières années. Il y a quelques années, on n'était pas du tout outillés. C'était franchement, on faisait un peu comme on pouvait. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sorties et c'est vraiment quali parce qu'on peut Ouais. pousser très très loin nos analyses maintenant. Et c'est, comment dire, c'est cross-service, comme tu disais là. Donc non, c'est une très très belle chose. C'est un marché intéressant, ouais. C'est un Ouais. marché franchement, c'est un marché qui est compliqué parce que le product manager est un personnage qui est très avancé et à qui c'est dur d'imposer une manière trop rigide de faire les choses. Donc, il y a beaucoup d'outils qui ont des opinions très fortes qui plaisent pas. Et, et aussi, le product manager, il a beaucoup d'influence, mais souvent, il n'a pas forcément beaucoup de budget. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Franchement, C'est dans l'équipe paradoxal, ouais. produit, normalement, je sais pas, les équipes marketing et autres, elles ont du budget. Quand tu arrives à l'équipe produit, t'as combien? Ah, mince, j'ai pas pensé au budget en début d'année. Ouais. Donc, c'est Parce que clair, le ROI est historiquement assez compliqué à justifier, ou en tout cas, clairement. c'est compliqué de mettre un chiffre très rapidement. Ça a beaucoup évolué avec l'arrivée du CPO, etc. Mais c'est encore C'est des clair. problématiques d'actualité, ouais. Je rebondis sur un autre truc que tu as dit, puis après on va vraiment rentrer dans le cœur de l'épisode. Mais tu as parlé de PM qui spécialise ou qui reste très généraliste. Je rebondis là-dessus, c'est pas forcément le sujet, mais je me rends compte que moi, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée là depuis que je suis à mon compte, là depuis quasiment 3 ans. Et je trouve que ça dépend beaucoup du marché en fait. Il y a eu des périodes où ce côté très généraliste, ça marchait plutôt bien. Je sais pas si c'est quand il y avait beaucoup d'opportunités ou autre. Là, ça fait quelques temps que le marché est beaucoup plus serré et tu as l'impression que sur le côté être spécialiste, ça peut être bien. Mais après, toi, je comprends C'est complètement la le parcours. vérité. Voilà, vu que toi, derrière, il y avait vraiment cette idée d'entreprendre derrière. Et comment dire, c'est complètement logique, mais C'est la sur ce vérité. côté-là. Tu le vois dans les offres d'emploi, beaucoup maintenant, on cherche un PM consumer. On cherche un Ouais. PM avec de l'expérience en social media. Donc, c'est vrai que ça a toujours été une réalité, effectivement, et plus le marché est tendu, plus tu as intérêt à te spécialiser. Ensuite, il y a des passerelles. Tu vois, typiquement, la passerelle pour moi entre Zalando et Intercom, c'est qu'en fait, chez Intercom, j'avais été recruté pour créer la marketplace d'Intercom. Ouais, Donc, ok. entre les logiques de marketplace dans l'e-commerce et les logiques de marketplace dans B2B SaaS, il y a beaucoup d'overlap. Donc, en fait, tu peux quand même faire des tremplins, tu vois. Et Encore avant heureux. 2026, j'avais bossé en finance de marché. Et c'était ça qui m'avait un peu amené dans ce monde-là. Donc, en fait, tu n'es pas obligé de faire toute une carrière sur une verticale. Et tu peux aussi même te dire que potentiellement, même l'équipe en fait, dans laquelle tu es est ta passerelle vers la prochaine étape. Et après, tu peux te dire aussi qu'il y a le signal contraire. C'est-à-dire que quelqu'un qui te dit ça fait 10 ans que je suis en fintech, je suis un PM fintech, euh, honnêtement, ça peut être un peu inquiétant, quoi. C'est Ouais, ouais, non, mais pourquoi clairement. faire de la fintech pendant 10 ans? Il faut être Passionné. obsédé, quoi. Ouais, il faut Voilà, être non, passionné, clairement. obsédé, ou alors t'être mis en autopilot et te dire je vais rester là-dedans, tu vois. Ce Ouais, qui peut être un mais signal un peu contradictoire. clairement. Ok, non, mais enfin, je suis assez en phase. On clôt cette parenthèse-là. T'as parlé de ça, je me suis dit, bon, comment dire, ça peut toujours être intéressant quand même de partager quelques informations là-dessus. On va maintenant rentrer un peu dans le cœur du sujet. Toi, tu avais une grosse culture produit. T'arrives, tu crées ta boîte. J'imagine que tu avais plein d'idées sur la manière de proposer les choses, la manière de travailler. Et de ce que j'ai compris, de ce que tu as pu partager, il y a quand même des choses que tu as pas pu implémenter et tes idées produits, elles ont vite volé en éclats, si on peut dire comme ça, et tu as dû repenser un peu les choses. Explique-nous un peu comment ça a commencé avec June et comment tu as réalisé un peu tout ça. Ouais, bah c'est ce qu'on disait, toi et moi, quand on parlait avant l'enregistrement du podcast. Je pense que
une des réalisations principales vraiment qui a été pour moi de passer d'un rôle de product à un rôle de fondateur avec une casquette en partie product et puis à créer un produit en plus pour les products, encore plus méta, c'était de se rendre compte que plein de choses, plein de pratiques en fait du product management marchaient pas forcément. En fait, avec a posteriori, le conseil il devrait être assez obvious, c'est-à-dire que quand tu penses au product management au sens noble du terme, il vient souvent dans des boîtes post-product market fit, il vient souvent dans des boîtes assez avancées qui commencent à se structurer, qui commencent à avoir des thématiques différentes, des équipes organisées par feature, par thématique, peu importe comment les équipes sont faites. Une certaine distance en fait qui s'instaure aussi avec les clients parce que plusieurs strates dans la boîte qui se mettent en place, parce que des plus gros bureaux, donc moins peut-être un peu cette culture hacker, parler aux clients tous les jours, ce genre de choses. Et en fait, vraiment, le but du product management, dans ce noble du terme, tu le vois tout le temps, c'est d'être le tampon entre la boîte et les clients. Et ensuite, faire ce lien. Il y a le fameux diagramme de Venn qui montre que tu es le tampon entre plusieurs corps de métier dans l'entreprise. Et c'est génial. Et c'est ça vraiment le product management dans le sens noble du terme. Et en fait, ce sens du product management vient aussi beaucoup plus des grosses boîtes. Parce que historiquement, développer des nouvelles sciences, c'est toujours très cher. Donc, les nouveaux métiers de la tech, ils viennent souvent pas des petites boîtes, ils viennent souvent des grosses boîtes qui en fait peuvent expérimenter, peuvent se payer en fait des échecs, peuvent spin-up plus de headcount, etc. Et donc, c'est pour ça que la user research, par exemple, vient plutôt des grosses boîtes et elle existe plutôt dans les grosses boîtes. Et le product management, vraiment, il vient des géants de la tech, en particulier américains. Et ils ont plus de facilité derrière à formaliser vraiment les choses quelque part. Et évidemment, derrière, comme ils en ont eu plein, comme ils recrutent, comme ils ont beaucoup de headcount qu'il faut aligner, comme il y a des générations, comme il y a des carrières de product manager qui se créent, effectivement, ils théorisent beaucoup plus. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, il y a une cascade en fait de ce savoir des grosses boîtes vers les petites, qui fait que, un peu comme beaucoup de sciences dans la tech, les petites vont commencer à échoper des best practices à des grosses boîtes, des géants de la tech, pour ensuite les mettre en place et en fait gagner en efficacité. Donc, c'est vraiment ce ruissellement qui est vrai dans plein d'autres métiers que le product management. Tu le vois beaucoup en data science. C'est un truc qui existait que dans les grosses boîtes. Maintenant, des petites boîtes vont peut-être se payer un peu de data science. Le marketing, pareil. À l'époque, le gros hacking, c'était un truc. Il y avait 3 boîtes ASF qui le faisaient. Maintenant, tu vois, les startups, elles ont des grosses marketeurs ou gros hackers. Enfin, c'est un peu évolué ce métier. Et pareil avec le product management. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tu as des playbooks que tu apprends. Moi, du coup, que j'ai appris dans mes expériences dans ces boîtes, au moins avec 50 employés, mais chez Intercom, on était plutôt 600. Et tu arrives dans une boîte qui est early stage et tu te dis, en fait, je vais apply mon savoir, mon learning, tu vois. Et comme le product management est un métier qui adore les frameworks, on est vraiment un métier où on adore mettre des choses dans des boîtes. C'est vraiment comme des enfants, tu vois. On a vraiment ça rassure. Ça rassure et puis ça justifie en fait aussi parce que comme le métier du product, c'est d'expliquer les choses aux gens et d'être rationnel. Si t'as pas des méthodos, en fait, généralement, t'arrives pas à convaincre les gens, tu vois. Voir de la data, voir des choses comme ça. Et toi, t'arrives avec ça. Ouais. T'as dit quoi, pardon? Toi, t'arrives avec ça. Tu te dis maintenant, je vais appliquer. Du coup, j'arrive avec ça normal, tu vois, en early stage, en me disant, bon, ok, on va faire les b.a.-ba du product management, tu vois, sans pousser le truc trop loin. Donc, on va avoir une roadmap. On va avoir des tickets. En fait, tout simplement, on va mettre un peu d'agile en place. On va peut-être faire des cycles, tu vois. Si on fait du shape-up, on va peut-être faire des méthodos un peu plus longues. On va organiser nos tickets avec un outil de ticketing. On va designer comme on fait d'habitude, avec ensuite des discussions, des grooming, etc. Enfin, tous les trucs auxquels tu peux penser du manifeste agile. Et en fait, tu te rends compte que tu perds énormément de temps. Moi, c'est un peu la claque avec June. Moi, la première réalisation, je crois que c'était la roadmap. Je crois que la roadmap sur les premiers mois de June, on a dû en faire, je devais en faire une toutes les 2 semaines et l'acheter toutes les 2 semaines. Et en vrai, une roadmap, ça prend une journée à te faire, facile. Le temps perdu. Donc en fait, c'est du temps perdu. Ouais. Ouais, Après, il y a eu les tickets où je me rendais compte qu'en fait, les tickets, tu les faisais. Sauf qu'en fait, parfois, ils sont tellement petits, les tickets, que c'est plus rapide de régler le problème plutôt que d'écrire le ticket. Donc en fait, avec un ticket qui prenait plus de temps que régler le problème. C'est peut-être vrai aussi dans les boîtes un peu plus late stage. Mais en fait, dans les boîtes late stage, le problème, c'est encore une fois la visibilité sur la santé du produit. C'est la visibilité sur qui a demandé quoi,
en particulier s'il y avait un client important, etc. Ce qui n'est pas du tout la priorité dans une boîte early stage, qui est globalement de shipper très rapidement et d'essayer de voir si il y a une proposition de valeur qui peut résonner avec le marché, quoi. Ouais, là, surtout, c'était très très tôt en plus. Vraiment, comment dire, je comprends ce que tu as voulu appliquer au départ. Et comme tu dis, hein, sans y aller quand même avec l'artillerie lourde. C'est-à-dire en prenant juste des petites briques. Tout Mais, petit. voilà, mais même ces petites briques, étant donné que là, tu parles d'early stage, mais on était vraiment très early. Tu étais sur le début, comme tu dis, t'essayais tu testais ton marché. Et rien que à ce niveau-là, déjà, les premières méthodos que tu avais, elles n'étaient pas forcément adaptées. Donc, tu as commencé à réviser un peu ton jugement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais en fait, il faut voir les trucs différemment. Quelque part, Exactement. comme tu disais, c'est là que tu as commencé à réaliser qu'en fait, le product management post-PMF et pré-PMF, c'est pas la même chose. Ouais, exactement, exactement. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, ok, en fait, est-ce qu'on peut pas déconstruire un peu cette science entre guillemets, je l'appelle une science, peut-être c'en est peut-être pas une. Vas-y, Et on prend. on va faire plaisir Voilà, on on va prend. faire plaisir au product. On va leur dire que c'est une science. Est-ce qu'il n'y a pas des meilleures manières de faire en fait finalement? Est-ce qu'il n'y a pas des manières de revenir un peu à la feuille blanche, comprendre en fait à quoi servent les méthodos product, d'où elles viennent, et est-ce que on peut pas repartir de c'est quoi en fait vraiment le but de quelqu'un qui fait du produit dans une boîte early stage? Et est-ce que finalement les méthodos n'ont pas besoin d'être adaptés? Ça a été effectivement ce moment de pivot. C'est aussi le moment où j'ai commencé à être un peu vocal sur ce sujet-là. Et en fait, me rendre compte qu'il y avait toute une communauté Mais de, clairement, de gens qui c'est comme ça. Moi, pour te la faire très très simple, quand j'ai commencé à communiquer un peu sur le projet que j'avais du podcast et compagnie, j'ai discuté, comme je t'ai dit à l'époque, j'avais dû discuter avec 40 First PM, puis d'autres personnes aussi, des CPO, ce genre de choses. Mhm. Et ton nom, il est sorti 7 ou 8 fois dans les discussions. Mais tu as discuté avec Enzo quand même, il a vachement communiqué là-dessus. Donc, on sentait vraiment que les gens étaient sensibles à Ouais, comment dire, à cette approche, ouais, parce qu'il y avait, comment dire, on s'y retrouvait pas forcément dans tout ce qu'on pouvait lire. Ça veut pas dire que c'est pas bon, hein, loin de là. Mais effectivement, il y avait quelque chose à, redéfinir ou commencer à définir. ouais, Moi, j'en suis clairement pas là, mais toi, tu as commencé clairement les choses, hein, ouais. étant donné que tu es en cours d'écriture quand même d'un bouquin là-dessus. Justement, là, Il y avait alors, du contenu. Du coup, j'ai googlé un peu à cette époque, First PM, First Product Manager, etc. Il y a 2-3 articles qui ont quand même fait mouche, tu vois, que tu trouves sur Hacker News. ouais. Mais c'est vraiment éparse, quoi. Il y a 3 mecs qui, après s'être vraiment plantés, ont décidé de faire un article qui a résonné. Mais c'est un peu des petits points comme ça, et c'est pas vraiment, tu vois, c'est pas encore vraiment une traînée, c'est pas vraiment une ligne. Donc il y avait un petit peu de contenu, mais c'était tout naissant. Et aujourd'hui, je pense que ce qui a aussi accéléré ce mouvement-là, c'est l'afflux des capitaux dans le monde du VC, qui est afflué sur le nombre de startups, qui ensuite, mélangé à la standardisation pardon, du métier de product, a amené beaucoup de boîtes early stage à se dire il nous faut du product et recruter du product. Tu vois. Ouais, non, mais clairement, clairement. Puis, moi, quand j'ai échangé avec des potentiels invités, ce qui était marrant, c'est quand je leur demandais, mais comment tu as été recruté, c'était quoi tes missions au départ? Mais vraiment, c'était, les missions, ouais, alors soit c'était issu d'une levée de fonds ou un truc comme ça, mais c'était, la feuille de poste, elle était pas forcément claire. On a récupéré une feuille de poste d'une autre boîte, boîte où ils étaient peut-être 400. Mhm. Voilà ce que fait un product manager, voilà ce que tu vas faire. Et concrètement, dans les faits, c'est pas forcément ce que j'ai fait. Ouais, Ça veut pas dire qu'on est tout le temps très éloigné, mais effectivement, il y avait des choses à affiner. Et comme tu dis, c'était, je pense que le côté levée de fonds, structuration des entreprises pour arriver à lever des fonds, besoin de mettre un poste comme ça en place. Comment dire, ça a créé des besoins sans forcément que les missions soient bien définies derrière. Moi, c'est ce que il y j'ai avait vu ça. de toute manière. T'as raison, il y a totalement ça. Et maintenant, c'est encore pire. C'est tu demandes juste à ChatGPT de te faire la fiche de poste. Et évidemment, ChatGPT va marcher à partir d'une base de données existantes qui sont plutôt des boîtes plutôt late stage ou établies, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi un biais. Il y a eu une raison qui est totalement intrinsèque au rôle. C'est-à-dire que je pense que je pose souvent la question à des PM que je rencontre s'ils veulent monter leur boîte. Et je pense que le pourcentage un peu que j'ai en tête qui me dit oui, c'est à environ 50%, tu vois. Je pense que vraiment, le product, il y a beaucoup, beaucoup de gens avec
une ADN entrepreneuriale, où beaucoup de gens qui sont rentrés dans le produit en se disant je vais avoir un peu ce taf généraliste, cette vision un peu transversale qui va un peu m'amener vers potentiellement de l'entrepreneuriat. Et du coup, il y a aussi il y a cet attrait naturel pour ce type de gens d'aller dans des boîtes early stage qui en fait est une espèce d'expérience entrepreneuriale sans avoir forcément monté la boîte. Ouais, Et donc, sans prendre les gros risques avec ouais, l'argent qui est forcément mis. moins de risques, mais du coup aussi c'est confortable, tu vois. Ouais, clairement, Et clairement. du coup, Ah, je pense que ce truc-là a créé une espèce d'accélération où il y a une appétence de beaucoup de PM qui ont fait des années d'expérience dans des boîtes un peu établies, qui se disent ok, maintenant je vais aller un peu me frotter à un environnement plus risqué, ouais. même si finalement il est de moins en moins grâce encore une fois aux capitaux qui permettent à un PM, un first PM d'avoir un salaire, Ouais. etc. Tu vois. Ouais, ouais, non, très, très clair. Si on en revient là à ce qu'on disait juste avant, tu que, tu as commencé à réfléchir un peu à déconstruire tous ces frameworks-là pour essayer de, repartir, pas forcément d'une page blanche, mais de reproposer une méthodo. Je veux bien qu'on approfondisse un peu ça. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as commencé à, à imaginer? Comment tu as commencé à travailler aussi dans ta boîte là-dessus? Ouais. Étant donné quand même que ce qu'il faudra qu'on arrive à mettre en avant derrière, c'est vraiment des comment dire, des conseils un peu orientés très CEO pour se faire accompagner au bout d'un moment avec un first PM. Déjà, si on commence à parler de la partie méthodo, qu'est-ce que tu peux déjà toi nous partager un peu de ta réflexion? Ouais, Ça bah spoil écoute, un peu le bouquin. on peut parler. Ok, je pense que en gros, je pense que si tu as besoin d'un first PM ou pas, et ce que va faire le first PM et la relation, va beaucoup dépendre de l'output en fait que tu dois générer. Je pense qu'une boîte qui est early stage, globalement, si elle est digitale, on va dire que c'est un SaaS ou une app mobile ou maintenant une API, ce genre de choses. Je pense que ce qui fait vraiment le succès d'une boîte early stage, c'est sa capacité à aller vite, donc à shipper quelque chose rapidement, à le valider ou l'invalider, à itérer, et ensuite à construire un business model autour de cette idée. Ouais. Et donc, je pense que dans cette optique qui est que le plus important, c'est d'aller vite et de construire un business, je pense que les compétences produits en early stage, et après on va parler de ce qu'il faut un first PM ou pas, c'est est-ce que tu es capable d'aller agencer rapidement la structure d'un premier produit, enable tes équipes pour qu'ils le mettent en place, et ensuite très rapidement invalider ça, et ensuite t'assurer qu'il y a un business autour, parce qu'en fait des bons produits qui n'ont pas de business, ouais, c'est aussi une autre problématique. C'est pour ça qu'on dit product market fit et pas juste product fit, c'est qu'il il y a les deux qui viennent en ligne de compte. Donc sur la première partie, qui est peut-être la partie créer un produit et aller vite, je pense que les prérogatives produits en early stage, c'est comment tu peux faire pour que ça aille le plus vite possible. Donc c'est comment tu peux mettre en place finalement une espèce de méthodo qui permet de shipper le plus rapidement possible. Cette méthodo, moi je l'appelle super lean. Ouais. C'est pas vraiment un vrai nom, mais l'idée c'est comment tu fais en sorte que entre le feedback qui revient de tes utilisateurs, déjà un, que tu captures le feedback bien, et deux, que ça parte en fait en prototypage et en release le plus rapidement possible. Donc Ouais, des choses, pour être très précis là-dessus, c'est comment tu peux avoir des canaux de communication systématiques avec tes clients. Donc comment tu peux faire en sorte qu'en fait ça flow tout le temps in et que tu sois tout le temps en conversation. Donc je pense qu'avoir des groupes WhatsApp avec tes premiers utilisateurs, c'est top. Maintenant, il y a les channels Slack partagés. Je pense que c'est une super bonne practice. Avoir un chat, c'est top. Avoir deux, trois boucles d'email automatiques qui n'ont pas l'air d'être automatiques. On a l'impression que c'est 3 lignes de texte qui ont été envoyées par le funder pour avoir les premiers feedbacks. Je pense que c'est hyper pertinent. Là, j'assume que tu as un produit. Hein. Si t'as pas, ça peut être un peu plus de la phase d'exploration, de discovery, faire en sorte que tu provoques des calls quasiment tous les jours. Ça, je pense que c'est hyper important. Je vais faire une pause là parce que je pense que tu voulais partir sur peut-être autre chose, non? Non, non, mais même pas. En fait, ce que je réalise dans ce que tu dis, c'est, encore une fois, là, tu es sur la phase très early et forcément, c'est ce que toi, tu as vécu Ouais. et j'essaie, de le ramener après sur, comment, il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise. Là, tout ce que tu as expliqué, moi, ce que je vois très bien, c'est que, vu qu'on est très early, c'est le CEO, c'est les founders qui sont là, qui commencent à mettre tout ça en place et au bout d'un moment, moi, des échanges que j'ai pu avoir, alors tu as dit un truc juste avant sur le côté qu'est-ce qu'un first PM et à quel moment aussi on en a besoin. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai eu un peu de tout pour l'instant dans les échanges. Mhm. J'ai eu de la startup early stage, euh,
Dans le cas un peu que tu décris où, le moment où un first PM vraiment il y a eu le besoin du first PM, c'est, beaucoup d'insights, un nombre d'utilisateurs qui commence à être croissant et là on se dit, là le CEO commence à dire: «Là j'arrive plus à tout gérer. Forcément, j'ai Ouais. besoin de quelqu'un». Donc je pense que ça correspond très, très bien à ce que tu dis et j'en ai eu d'autres mais je pense que tu seras, enfin, ton avis sera très bon. Ça sera pas ton vécu mais ça peut être un avis qui peut être super intéressant. Mais ça peut être des accompagnements aussi que moi j'ai fait, mais c'est plutôt des boîtes qui ont, des fois, franchement 7, 8 ans d'existence, qui ont des clients, pas forcément beaucoup de churn, qui arrivent à avoir un peu d'acquisition, mais à chaque fois ils se disent: «Je comprends pas, il y a un plafond, j'arrive pas à le péter». On Mmh. sent qu'il y a un besoin, on sent qu'il y a un marché, on sent que ça peut le faire. Heu, Ils ont pas d'équipe produit, ils se disent: «On a tout Un pour». nouveau produit, tu veux dire, ou sur le produit existant qui est juste capé? Heu, beh, comment te dire? Ils ont un produit qui est bon, vraiment, ils ont un produit qui est bon. Ils ont des clients qui sont convaincus. Ils ont un peu du mal par contre à aller chercher des nouveaux clients. Là, je te prends des exemples plutôt dans du SaaS B2B, on va dire. Une sensibilité, on se dit: «C'est quand même bizarre pour arriver à convaincre à chaque fois». L'effort, il est vraiment conséquent et ils se disent: «C'est marrant parce qu'on sent qu'on pourrait péter le truc, qu'on pourrait vraiment scale, mais il nous manque quelque chose». Et pour l'instant, moi, j'ai vu, on va dire, sans parler des grands groupes où on pourrait quand même aussi aller, mais j'ai vu ces deux phases-là, des entreprises vraiment où le first PM arrive assez tôt pour arriver à alléger, on va dire, un peu ce côté charge produit pour le CEO, et des entreprises où il y a vraiment un vécu, il y a tout qui est en place et on se dit, mais c'est marrant, ils ont le ressenti que s'il y avait une personne qui venait avec une culture un peu différente, Heu, ça met de l'huile dans les rouages. Je saurais même pas comment te dire, mais d'un coup, Mmh. ça ouvre les chakras et ils ont l'impression vraiment de faire un gap et c'est des choses que j'ai vécues, en fait. Donc moi, je vois ces 2 moments-là où, par rapport à ce que tu disais donc juste avant, le côté déjà, tu mets en place, heu, pour arriver à créer un bon produit, des canaux auprès de tes utilisateurs, de tes clients, pour avoir des feedbacks le plus, rapidement possible, pour avancer le plus rapidement possible. Très clair. Là, à un moment, bah, tu arrives à ce besoin potentiellement d'avoir, une personne qui va t'aider au produit. Donc ça, c'est la 1re partie et les autres boîtes qui sont cette personne qui arrive au produit parce qu'il y a un plafond de verre, qui est très bizarre à expliquer. Je sais pas Ouais, ce c'est que tu en penses? intéressant. Écoute, ce que j'en pense, ouais, je suis parti un peu des prérogatives parce que on va pas faire la liste entière, mais parce qu'en fait, je pense qu'elle, finalement, c'est ça la question du first PM. C'est en général, pour moi, la vraie question, c'est qu'est-ce que la boîte doit faire? Est-ce que les compétences existent? Et quand elles n'existent pas, est-ce que le first PM est la bonne personne à recruter pour ça? Donc sur les boîtes early stage, tu as raison, souvent il y a cette phase où, ça va casser, où il y a plus le temps pour un defender, de faire, tout le travail et donc il va avoir besoin de quelqu'un pour consolider. Et après il y a la phase un peu quand la boîte est plus grosse, qui a pas Ouais, vraiment mis en place une culture produit et je pense que c'est un peu un sujet différent, là où globalement ça marche, mais ça pourrait marcher, un peu mieux. Je pense que les 2 sont vrais. Il y a une troisième aussi, un troisième exemple que je vois beaucoup, c'est les boîtes plus établies qui veulent lancer un peu un nouveau produit, ouais, un peu clairement, ouais. sorti d'une nouvelle verticale ou un truc comme ça, et qui en fait ont besoin, bah, en fait juste de quelqu'un qui aussi fait pas tienne en partie l'équipe, parce que c'est quand même un rôle très humain, le product. Ouais, ça je l'ai vécu effectivement chez un gros éditeur, moi j'ai vécu ça. Si on en revient, bah, toi, ce que tu as plutôt connu au final sur le côté startup early stage, hem, toi, comment dire? Tu as une situation qui est très particulière. Tu viens du produit, tu connais cette culture-là et maintenant tu es CEO, de comment dire? D'un produit, SaaS, ce genre de choses. Mmh. Hem, Si tu devais, déterminer, le comment dire? Les choses les plus importantes à tenir compte quand tu es CEO, que tu vas justement, prendre ton premier er PM, ton first PM ou vraiment commencer à déléguer un peu le travail produit. Ce serait quoi tes plus gros conseils Ouais. ou les choses sur lesquelles il faut être vraiment, attentif? Je pense que le setup, tu vois, d'un first, le setup pour avoir un bon pour que le setup soit bon pour un first PM dans une boîte early stage ou plus avancée, je pense que c'est le même. C'est de se dire vraiment, est-ce qu'il y a un besoin sur des compétences que le first PM peut Ouais, apporter?
Et est-ce qu'il y a la place? Et ensuite, je peux parler un peu de la relation par rapport Bah ouais, au forcément. CEO en sous-entendant que c'était lui qui avait la casquette du produit avant. Je pense que ce qui est hyper important, c'est en particulier en early stage, c'est cette idée qu'il n'y a pas la place d'être plusieurs à faire la même chose. Il y a pas ce luxe de dire on est un peu deux. Tu vois, dans une boîte un peu late stage, il y a un product, un first product. Mais en vrai, il y a le design qui fait un peu du produit. En vrai, il y a les ingénieurs qui font un peu du produit. Ils parlent au Ouais, client, ils fixent des clairement, bugs. c'est clair. En early stage, il n'y a pas vraiment ce luxe-là. Il n'y a pas encore cette un peu discipline, tu vois, ces disciplines qui s'overlappent vraiment. Chacun doit être vraiment à fond dans ce qu'il fait. Donc, en général, le designer, vraiment, il sort, il pond du design à l'appel. Les ingénieurs, normalement, ils n'ont pas le temps, même pas de lever la tête ils sont en train d'écrire du code à la va-vite. Et donc, la question, c'est quoi le rôle du first PM? En fait, où est-ce qu'il va apporter des compétences? Et je pense qu'en early stage, je pense que ce que je te disais tout à l'heure avec le diagramme de Venn, je pense qu'il est faux, en fait. Je pense que cette idée qu'il faille aligner des disciplines parce qu'en fait, il y a un problème transversal de communication dans la boîte et qu'il y a un risque que la boîte soit déconnectée du customer qui est en dehors de la boîte, je pense qu'il n'existe pas en early stage. Je pense qu'en early stage, tu es 5 dans une pièce. Je pense que tout le monde travaille. Donc, la question, c'est qu'est-ce que doit faire le produit? Donc, moi, je le vois plutôt Quelque comme des chose blocs très... qui sont côte à côte, alignés, effectivement, Ouais, Apache. je l'avais vu ton diagramme là-dessus. Et cette idée, c'est, tu vois, que ce soit une fonction primaire. Donc, si tu prends vraiment les diagrammes connus de management, où est-ce que le product peut vraiment apporter quelque chose? Et je pense que en early stage, le product là où il apporte le plus, vraiment la communication avec les clients, quoi. C'est vraiment faire des calls, faire de la discovery, faire de la discovery et vraiment s'assurer que ça aille, qu'il y ait du feedback qui remonte en permanence. Donc en fait, c'est quasiment un user researcher. Et donc je pense que un des trucs qui est hyper important quand tu recrutes un PM early stage, c'est s'assurer qu'il sache faire ça très très bien. Ou alors, je pense que les compétences business sont hyper importantes. S'assurer qu'il y a un business plan, qu'il y a un pricing qui va être cohérent. Un PM, je trouve qu'en early stage, c'est totalement dans son scope, possible en tout cas, d'avoir des discussions sur le pricing et sur même le positionnement en fait. Est-ce que Clairement. le produit est créé pour tel ou tel persona? Parce qu'en fait, il est toujours en train de faire ce va-et-vient entre ne serait-ce que le développement et les intérêts business. Donc, tu vois, la question maintenant de la relation, peut-être, Ouais, parce que là, on est sur, Ouais, comment dire? La position qui est occupée et la mission, mais après il y a ouais, la relation parce que quelque part c'est, la clé de la réussite, elle est là, hein. exactement. Et après, on peut parler un peu des boîtes un peu plus late stage. Après, du coup, la question, c'est est-ce qu'entre un fondateur, un membre fondateur d'une entreprise qui avait la première casquette de product, en fait, qui était la première personne qui faisait du produit, et ce moment où il y a un gap qui est en train de se créer, il faut ramener une première personne. Est-ce que en fait les personnes vont se chevaucher ou est-ce que les gens vont pouvoir avoir chacune des lanes de natation et faire leur boulot de manière constructive et collaborative et avec des synergies en fait finalement. Et donc je pense que c'est là que c'est le plus important. Je pense qu'en fait un first PM qui va arriver trop tôt, je pense qu'il n'y a pas encore cette swim lane. Il n'y a pas encore cet espace qui lui est donné par les fondateurs pour justement pouvoir driver des grosses avancées business, des grosses avancées avec les utilisateurs. Parce qu'en fait, en réalité, quand tu as 5 personnes qui te parlent et que tu as à peine construit le noyau d'un produit, tu n'as pas besoin d'être 3 à faire Non, une clairement. conversation. De toute façon, le produit, il ne suit pas derrière, il a rien construit, tu vois. Donc, il y a un peu cette idée de bottleneck, je pense aussi, entre le ratio de ce que tu es capable de produire, est-ce que tu es capable un peu de discover et de figure out, même la fréquence à laquelle tu peux mettre à jour ton site internet. Quand tu es early stage, c'est pas 10 fois par jour, tu vois. Tu commences, etc. Donc, je pense que c'est hyper important là-dessus. Et je pense que la relation que je vois entre founder et first PM, au final, elle se passe bien souvent quand il y a une complémentarité qui se met en place et elle va mal se passer quand il y a une compétition qui va se mettre en place sur les sujets. Donc, je pense que c'est le travail des fondateurs, avant de recruter un first PM, de s'assurer qu'il y a une vraie mission, un vrai espace, des vrais skills, en particulier hard skills au début d'une Ouais. boîte, qui vont permettre à un PM d'évoluer là-dedans et d'apporter de la valeur. Parce qu'en fait, si tu te chevauches en early stage, ça sert à rien en fait. Au lieu d'avancer la boîte,
es en train de faire du surplace, avoir des conversations qui n'en finissent pas. Ça crée de la friction, de la De la tension, friction, ça des fait pas débats, ça fait etc. pas avancer de toute manière le Non, produit, enfin ça peut vite devenir une catastrophe. exactement. Mais tu l'as très bien dit, c'est le côté compétition en fait, au lieu d'être dans la collaboration, ça devient de la compétition et c'est pas du tout le but de toute manière. Et ça l'est pas. Et comme le fondateur est là et se trouve pertinent parce que c'est sa boîte, il comprend pas pourquoi il devrait dire oui à tout. Et le PM qu'on a recruté en lui disant tu vas avoir beaucoup de d'ownership, qui se tape dans une boîte de moins de 10 personnes, un mur, ou de moins de 20 personnes, un mur qui est un des fondateurs, comprend pas pourquoi il a rejoint une boîte early stage, il a pris autant de risques pour en fait se taper ces murs-là. Donc dans la relation, moi ce que je dis souvent, c'est donc faut qu'il y ait un espace pour les deux. Un peu comme dans un couple finalement. Tu vois, c'est bien d'avoir des espaces personnels, peut-être des amis, pas forcément en commun, ce genre de choses, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de similarités en réalité entre la relation entre un first PM et un founder et une relation de couple. L'autre truc qui est intéressant, je pense que c'est les questions en fait avant de recruter. Je pense qu'il y a des questions que le CEO ou que les fondateurs peuvent poser à des first PM, et je pense que les first PM devraient vraiment vraiment poser les questions difficiles avant de rentrer dans les boîtes. C'est dans les 2 sens, mais complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, même si le poste paraît bien, encore une fois, c'est un poste et derrière, il y a le fit humain. Donc, je te rejoins complètement. Le Ouais, le fit CEO humain, malheureusement, tu es obligé un peu d'essayer, mais tu as quand même des trucs que tu peux quand même poser des questions pour un peu t'en sortir, quoi. ouais, je comprends, je comprends. Et pas avoir peur de les poser et Non, donc pas avoir peur d'avoir certaines réponses qui peuvent, pas être celles qu'on a envie d'entendre, ouais, mais celles qu'on a besoin d'entendre. je suis d'accord. Moi, je Tu pense qu'il y a un gros point que le Vas-y. fondateur doit lever, et il y a un gros point que le first PM doit lever. Et après, il y a plein de manières de poser des questions pour un peu aller chercher les vraies réponses, tu vois. Je pense que le vrai point que le fondateur doit lever, c'est est-ce que le product quand même qui rejoint, il est prêt à traduire la vision du fondateur en une roadmap ou en une évolution du produit. Le séquençage, évidemment, va être plein de surprises. C'est-à-dire que forcément, tu vas pas faire la feature que le fondateur voulait forcément faire en année 1, peut-être que je vais la faire en année 3. Mais globalement, est-ce qu'il est capable de traduire et de respecter une vision si on assume évidemment que la vision est bonne et Ouais. legit, tu vois. Et je pense que donc il y a des questions à poser là-dessus sur, tu vois, comment tu retranscrirais ma vision, comment ça se passerait si un jour tu n'étais pas d'accord avec ma vision. Tu vois, il y a plein de questions que le founder devrait poser. Et je pense que pour le first PM, je pense qu'il y a vraiment des questions de let it go à poser. C'est-à-dire que essayer de comprendre, poser des questions au fondateur pour savoir si en fait le fondateur est prêt à let go son bébé, quoi. Tu vois, lui dire si jamais il y a un désaccord un jour et que l'équipe produit prend mon parti, comment tu le prends? Est-ce que tu te dis que en fait il y a 10 personnes et qu'a priori il y a 10 cerveaux qui pensent que l'option B elle est bonne, ou est-ce que tu es convaincu que ta décision sera la bonne, et même si elle serait de la justifier, tu voudras quand même tu vois, tu voudras quand même la valider, et pourquoi? Et donc parfois Ouais. évidemment le fondateur affirme des décisions qui peuvent être bonnes, tu vois, mais juste figure this out avant, avec des bonnes questions, parce que là je t'ai dit truc de but en blanc, donc Ouais, évidemment j'imagine bien en personne ne va entretien, pas juste poser répondre. la question comme ça. Non, Si c'est mais moi qui ai raison, comment on fait? Non, mais c'est ouais, c'est ça. effectivement pas la question. Tu la poses pas comme ça. Mais il y a des manières de faire de lever des boucliers, tu vois, c'est connu. Hein, quand, de toute façon, quand tu poses des questions en recrutement, il y a plein de manières de poser les questions et de faire des détours. Tu sais, la fameuse question qui est connue, qui est si je parlais à des collègues à toi, qu'est-ce qu'ils diraient, ce genre de choses, tu vois. Ouais, Ou non, mais alors, clairement. bon, il y a des manières d'y arriver, quoi. OK, non, mais c'est, super intéressant effectivement parce que c'est, on a il y a pas de recette magique là-dessus et j'aime beaucoup en tout cas ce côté-là où, hem, il y a, il y a des choses à aller chercher côté CEO pour s'assurer que le fit est bon, mais également côté first PM au niveau des questions, au niveau de l'entretien, et la manière dont tu les as Ouais. formulées. Non, très, très bien. Ce qui est Très, sûr, très bien. c'est qu'il va y avoir un problème de seniorité et de hiérarchie, tu vois. On avait fait un podcast là, l'année dernière avec Marty Kagan, et je lui posais la question aussi de c'est quoi le bon moment pour recruter un first PM. Et il me disait, de toute façon, je pense que les boîtes ne devraient jamais recruter un first PM. Si elles recrutent, les boîtes early stage, elles devraient recruter un product director, un mec hyper senior, quoi. Et je lui disais, ouais, mais c'est bon, c'est bizarre les titres en early stage. Je disais, non, mais en fait, peu importe le titre, ce qui est important, c'est que la personne ait une légitimité, au moins au niveau du CEO. Parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que
c'est impossible quasiment par rapport à des fondateurs de forcer une décision. Ouais, clairement. Donc si t'as pas cette seniorité ou si t'as pas ce statut, c'est très compliqué. En revanche, je trouve que moi en early stage, aller chercher un director ou quoi, c'est quand même vraiment bizarre. Enfin, tu peux le Ouais, je faire, sais. mais c'est vraiment bizarre. Donc en fait, je pense qu'il faut mieux qu'il y ait cette collaboration, cette relation qui s'instaure entre les first product et le fondateur. Et peut-être un dernier point. Honnêtement, moi, ce que je vois après quelques années avec June, c'est que je pense que la croissance et la réussite de la boîte est déterminant pour la relation entre ces personnes-là. C'est-à-dire que dans une boîte où tout va bien, qui grossit, globalement, il y aura des manières de s'aligner, il y aura des manières d'arriver à des fins. Les rôles vont se redéfinir. Le fondateur va être aussi de plus en plus pris sur des fonctions, tu vois, des fonctions plus propres à son job, typiquement du PR, de la communication, ce genre de choses. Dans une boîte où ça va pas bien, ça avance pas bien, bah, tu sais, il y a un peu cette tension qui se met en place, les gens se marchent un peu dessus, les tensions arrivent. Et donc en réalité, c'est ce qu'on dit souvent, c'est une boîte où ça va bien, ces choses-là vont s'aligner, et Ouais. dans l'autre sens, c'est aussi là que les problèmes se créent, quoi. Ah non, mais alors, complètement aligné avec toi, à ceci près que c'est jamais tout va bien ou tout va mal. Il y a quand même des passages où ça peut être mieux, des passages moins bien. Donc, ce qu'il faut voir, c'est aussi sur les passages, les périodes un peu de creux. Ouais. Comment les gens se comportent et comment les gens arrivent à garder cette espèce de leadership qui fait que on fait avec et on sait que dans quelques temps ça va aller mieux. Alors si effectivement ça va pas mieux quelques temps après, là la cassure elle peut commencer à vraiment être visible, mais faire dos rond et garder cette espèce de mindset vraiment de toute manière ça va aller, histoire de bien récupérer les choses quand ça va mieux quoi aussi. Tout à fait. Yes, je crois que tu accompagnes aussi, hein, enfin, je suis pas sûr, mais est-ce que toi tu es dans des rôles un peu de mentorat aussi maintenant avec d'autres CEO, t'échanges un peu Entre CEO, énormément. ouais, Alors, First PM, je prenais beaucoup de temps au début de ouais, June. En réalité, j'ai vraiment plus le temps. Donc aujourd'hui, je ouais, m'excuse c'est normal. quand on me demande, et voilà. Il y a toujours, je le fais toujours un tout petit peu quand j'ai un peu de temps. Et en mentorat CEO, énormément. Honnêtement, s'entourer de CEO ou de founders, c'est le b.a.-ba. Je dois faire partie de 3 ou 4 groupes d'entrepreneurs où je suis assez investi, mais qui me rendent 1000 fois ce que j'ai investi en temps. Donc c'est hyper pertinent. Et je pense qu'en tant que First PM, je pense qu'il y a aussi des communautés à créer. On en a parlé, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Ouais, clairement. Je pense que c'est hyper intéressant. Après, le métier est quand même très différent selon les boîtes. Tu vois, tu as des boîtes où le First PM, il va faire beaucoup de recherches. Tu as des boîtes où en fait, il va vraiment enable le delivery, parce que je pense que tu as quand même des boîtes où les ingénieurs sont peut-être pas expérimentés, ou des choses comme ça. Donc parfois le first PM il va avoir un rôle très business. Je suis même pas sûr que le first PM ait besoin d'avoir la casquette first PM. On en parlait la dernière fois, tu me disais si tu fais une recherche LinkedIn maintenant, tu vois des gens avec le rôle first PM, ce qui est drôle, ce qui est bien, tu Ouais, vois. Mais en réalité, tu vois, je pense beaucoup à Zenly. ouais, Zenly, qui sont connus pour pas avoir de PM. Feu Zenly. Donc Zenly, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas, c'était une social media app qui permettait de géolocaliser tes amis et de globalement envoyer des messages à partir de la géolocalisation. Ça a été monté par des brutes du produit qui sont français, donc on peut en être fiers, et qui ont vendu à Snapchat et qui ont recréé une boîte qui s'appelle Amo derrière. Et Zenly, ils étaient très connus pour leurs produits qui étaient vraiment très 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 bons, et leur croissance qui a été très longue, mais à un moment qui a été très très forte. L'histoire de Zenly est quand même assez longue. Et ce qui est intéressant avec Zenly, c'est qu'ils n'avaient pas de product. Et donc, quand tu entends Antoine Martin, qui est un des fondateurs de Zenly, il t'explique qu'il n'y a pas besoin de first product. Mais quand tu regardes les podcasts des gens aux produits de Zenly, en particulier leurs designers de l'époque, et qui parlent de son rôle, il était first product en fait. ouais, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Tu vois qui c'est. Et donc en fait, je suis même pas sûr qu'il faille arrêter la discussion à est-ce que tu dois recruter un first PM, est-ce qu'il a le titre, etc. En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui ont d'autres titres aujourd'hui dans les boîtes, peut-être qui nous écoutent, qui en fait sont soit first PM ou qui ont une fraction du rôle de first PM. Mais clairement, et moi je l'ai vu, il y a certaines personnes que je vais interviewer là-dessus où justement j'échange avec eux, c'est des head of,
c'est des CPO. Et quand j'échange avec eux, au final, la structure de la boîte fait qu'il n'y a pas d'équipe produit, c'est les seuls. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, le titre leur donnait une certaine légitimité par rapport à d'autres personnes dans l'entreprise pour arriver à mieux avancer certaines missions. Donc oui, 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 après ça reste un titre et ce qu'il faut voir, c'est surtout les missions qui sont couvertes derrière, de toute manière. Exactement. Mais du coup, ça pose vraiment la question même de la discussion qu'on a depuis le début, tu vois. On parlait de quand doit arriver un first PM, c'est quoi les prérogatives d'un first PM, etc. Du coup, la question même se pose de est-ce que tu as besoin d'un first PM? Et ça, j'imagine que c'est une des questions sur lesquelles tu dois essayer de répondre un maximum. Ouais, Parfois, oui, parfois moi il les, faut le rôle, parfois il faut pas le rôle, en fait. ben, clairement, clairement. Ouais. Moi, c'est dans des échanges que j'ai avec de la prospection que je peux faire moi de mon côté. Des fois, on sent qu'il y a le besoin qui est réel, et des fois, en Ouais. fait, le besoin il est pas là. Et point barre. Et c'est pas grave, et c'est fine. Hein, de toute manière, Ouais. la boîte va Et, bien comme et, ça. et moi, ma règle pour réfléchir à ça, c'est je pense qu'il faut le first PM quand, en fait, les compétences manquent tellement à la boîte qu'il n'y a pas d'autre solution Ouais, que de ramener un first PM. Sinon, je pense que toutes les autres raisons sont des mauvaises raisons. Si tu as un designer qui fait 40%, tu as un ingé qui fait 20%, et tu as un founder qui est top, qui fait 40-20, allez, 60, vas-y. On y est. les 40% qui restent, Qui fait 40. Bah, euh, c'est fine, en fait. et que le fondateur n'a pas un meilleur intérêt à passer son temps sur autre chose. Donc, tu parlais de la période où ça scale et il y a d'autres choses à faire. C'est là qu'en général, le fondateur a intérêt à faire autre chose. Mais si c'est pas dans cette phase-là et que le temps du fondateur est mieux passé à faire des calls utilisateurs, par exemple, il faut pas ramener encore un first PM. Il faut pas juste se dire, j'ai levé 3 millions, il me faut une équipe produit. Dans une équipe produit, il y a 4 développeurs, un designer, un PM. Non, il faut pas Ouais, réfléchir clairement comme pas. ça. Ouais. Ouais. Là, c'est sûr que ça va partir en cacahuète. Ok, ok, top. Je vois que l'heure tourne, donc je vais pas te tenir la jambe trop longtemps. Parce que je pense qu'on peut finir quand même sur un truc, c'est on en a très rapidement parlé, mais tu es en train de finaliser l'écriture d'un bouquin justement sur ce sujet-là. Ouais, il faut que Euh, j'arrête. voilà, on croise les doigts, ça devrait arriver dans pas longtemps. Ouais, il faut vraiment que je mette une date butoir parce qu'en fait, je pense qu'un bouquin, ça doit se réécrire à l'infini. Je Euh, pense. donc, et en plus, à chaque fois que tu as de nouvelles perspectives, tu dis, ah, j'en ai pas parlé, tu vois, je le finissais il y a pas longtemps et je me disais, attends, j'ai pas beaucoup parlé d'IA alors que IA, quand même, c'est quand même Ouais, le voilà, le monde truc dans est lequel on arrivé là. vit. Ouais, parce que je l'ai commencé il y a 1 an et demi, tu vois, où l'IA a commencé, mais c'était vraiment le début. Donc, ouais, le bouquin s'appelle le First PM. Il s'appelle The First PM, écoute. Il va sortir, j'espère, très bientôt. Il faut juste que je le finisse. Il parle du challenge du product management en early stage. Donc, il y a 5 chapitres. Alors, attends, je les ai sous les yeux. Ça commence par les règles du product management pré-product market fit. Donc là, ça va un peu disséquer d'où vient le product management, pourquoi il est différent en early stage, les règles, je pense, en fait, du product management. Et ensuite, vraiment, les autres chapitres, ça fonce dans comment l'appliquer pour en fait amener ta boîte à PMF, tu vois. Donc le deuxième chapitre, c'est sur comment crafter un premier produit, donc vraiment comment sortir en fait le bon MVP. Parce que un des constats, c'est que en fait, si tu pars sur le mauvais MVP, globalement, tu vas devoir repartir à zéro à chaque fois et tu vas pas pouvoir build on top of. Troisième chapitre, c'est sur comment aller très vite. Donc, ce que je te disais, je pense que la règle du succès, comment une fois que tu as défini une direction, finalement, tu vas à fond, L'exécution. l'exécution. Et en fait, je pense que le product peut vraiment accélérer là-dessus la delivery de pas mal de façon assez intéressante. Et ensuite, il y a un peu cette idée que tu fais des checkpoints. Donc, la métaphore du bouquin, c'est la navigation. Hein. Donc, ça commence par t'es hacké, tu essaies de savoir dans quelle direction tu dois aller. Deuxième chapitre, c'est tu crées ton bateau, ton premier produit pour partir. Troisième chapitre, c'est tu prends la mer, tu essaies d'aller le plus rapidement possible. Ensuite, tu fais des checkpoints. Tu t'assures globalement que les bords que tu es en train de tirer, c'est les bons, que le vent il est dans la bonne direction. Et le dernier chapitre, c'est un chapitre, je pense, qui est assez ambitieux, qui est assez idéaliste même, j'ai envie de te dire. C'est un peu cette idée que le first PM, je pense qu'au-delà d'être potentiellement un rôle en early stage comme on l'a discuté aujourd'hui, c'est probablement plus un mindset et qu'en fait, ça serait quand même vraiment, vraiment cool que dans les boîtes, quand elles grossissent, elles gardent ce mindset de first PM. Et moi, je l'ai beaucoup vu chez Intercom. Le VP Product, Paul Adams, c'est un first PM. Il était premier PM chez Intercom et aujourd'hui, il est VP Product, mais c'est encore un first PM. Dans la manière dont il travaille, c'est le cas. Il y a Marissa Meyer qui est vraiment top là-dessus.
qui bossait chez Google. Tu as Julie Zuo qui était chez Facebook. À la fin, elle était designeuse, elle était VP design. Mais c'est des first PM. Tous ces gens-là, c'est des gens qui, en fait, font en sorte que l'organisation, bien qu'elle ait grossi et qu'elle soit multi-produits, multi-business unit, etc., elle continue à shipper comme Day One, hyper rapide, et elle continue à être hyper pertinent sur le feedback utilisateur, etc. Et donc là, je pense qu'il y a des trucs intéressants là-dessus. Ouais, je capte. J'ai entendu un truc là-dessus il y a quelques temps. Alors, j'ai pas la connaissance produit de cette boîte, je sais pas comment elle marche, mais ça me fait penser à quelque chose. Alors, peut-être que je vais dire une bêtise et peut-être que toi tu les connais mieux, mais c'est le CEO de Doctolib qui expliquait qu'il avait également toujours la casquette de CPO et qui continuait à faire des calls utilisateurs en fait lui. Alors, il en fait pas forcément des masses, mais il continuait parce qu'en fait, il prenait vraiment du plaisir à ça et de voir que justement au niveau de la direction, il y a toujours ce mindset-là, c'est super important, quoi. Carrément. Franchement, Doctolib, ils ont fait un travail de ouf. Hein. Clairement. Je trouve que ce qu'ils ont accompli, c'est un truc de malade. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il me semblait que le CEO, c'était un mec qui était descendu d'un fonds d'invest qu'on avait mis. C'est pas Stan dont tu parles? Ouais, c'est ça. Stan. Et en plus, c'est vraiment, tu l'attends pas là-dessus parce que c'est un mec qui vient plutôt des slides, quoi, du coup. Et je trouve que si c'est vrai ce que tu dis, je trouve ça assez inspirant. Il faudrait que je retrouve le podcast où j'ai entendu ça, je le mettrai dans la description. Ça se voit, je trouve. Hein. Franchement, Doctolib, ils ont plié le game, quoi. Costaud, très costaud, c'est clair. Écoute Enzo, je vais te libérer maintenant. Franchement, merci beaucoup pour tout ça. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. On te retrouve sur LinkedIn. Ça, si des gens veulent te voir. Et est-ce que tu veux, je te laisse le mot de la fin pour une fois? Non, écoute, merci de m'avoir reçu. Pour les gens qui sont, je sais pas, pour les gens, j'espère qu'il y avait de la valeur dans la discussion d'aujourd'hui pour les gens qui ont écouté. Si les gens ont des questions et qui veulent follow-up, ils peuvent me ping sur LinkedIn. Compliqué parfois de faire des longs calls, mais en tout cas répondre async par DM, je le fais le plus souvent possible. Et puis, si les gens se posent la question d'être first PM ou se demandent comment ça peut évoluer, moi j'aimerais bien qu'ils écrivent là-dessus aussi parce qu'en fait, tu vois, je te dis, j'ai vu beaucoup de choses, mais en fait, j'ai vu 1% de vraiment ce qui se trame dans les boîtes. Donc, s'ils veulent partager et m'envoyer des choses, franchement, c'est ce qui me fait le plus plaisir, je pense. Ça marche. Très bien. Merci beaucoup à toi et une bonne journée. Pareil. Salut. Bye. Cet épisode est maintenant fini. Un grand merci à notre invité et à toi pour ton écoute. J'espère que tu auras pu y trouver ton compte. Pour soutenir ce podcast et m'aider à son développement, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, voire même 6 sur ta plateforme d'écoute, avec un petit commentaire ou encore à partager cet épisode avec un de tes proches. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous de First PM Stories.